Mais à la tête de l'État, à la tête du gouvernement, dans les différents postes, se pose aussi la question de la compétence. Est-ce que les gens qui sont nommés ont la compétence de gérer les affaires publiques? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi on les a pris? Là, on doit rester 20 ans sans jouer, hein, on restera 20 ans sans jouer. Vous êtes Diable Rouge. Et quand on parle de Bifouma, on ne parle pas de Bifouma en tant que joueur en Chine ou en Turquie ou je ne sais pas où, on parle de Bifouma en tant que joueur des Diables Rouges. Donc, sélection nationale. Et donc, le pays vous donne la possibilité d'être connu davantage. Et qu'est-ce que vous redonnez à ce pays-là? Qu'est-ce que vous donnez à ce pays en retour? Lui demander de l'argent? Lui poser des conditions pour venir jouer? C'est ça, le patriotisme? C'est ça, le civisme? Le football est secondaire. Il faut que vous sachiez ça. C'est secondaire le football. Ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Donc il ne faut pas être passionné pour un jeu. Lorsqu'on vient jouer, c'est comme on joue en dame, on joue ceci. On n'est pas passionné. On vient de suivre le ministre Ngolondele, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui nous dit d'abord, on peut rester 20 ans sans jouer au football. C'est-à-dire que le Congo peut se retirer des compétitions de football au niveau mondial. C'est pas grave, mais même si ça dure 20 ans, c'est pas un problème. Et le même, on le voit en train de tenser les joueurs de Diable Rouge, et notamment ce pauvre Bifouma. Je ne sais pas qu'est-ce que M. Bifouma lui a fait. C'est quand même curieux. On voit bien que notre ministre souffre d'incompétence en termes de responsable, parce que s'il était vraiment responsable, il allait comprendre que même l'équipe de France, même le Brésil, que le ministre des Sports au Congo ne se trompe pas. Nous tous, on regarde l'actualité mondiale. Donnez-moi le nom d'un pays qui est connu au niveau de son football grâce à l'équipe nationale et non pas grâce aux joueurs. Mais qu'est-ce qui a rendu célèbre le Brésil? Ce n'est pas l'équipe du Brésil. C'est quand même le roi Pelé. J'en ai entendu des dingueries dans le football africain, les gars. Mais là, je crois que ça dépasse absolument tout. Écoutez-moi ça, les frères. Le football est secondaire. Ça peut vous paraître normal, là. Le football est secondaire, ok, ça peut s'entendre. Sauf que c'est pas n'importe qui dit ça, les gars. Vous savez, c'est qui, lui? C'est le président de la Fédération congolaise de football. Le football, c'est secondaire. Frère, c'est ton travail. Frère, t'es payé pour ça. Comment ça, c'est secondaire? C'est comme si t'es un médecin. Tu vas chez un médecin parce que t'as un rhume, parce que t'es malade, il dit ouais mais la santé c'est pas important. C'est la même chose les frères, c'est exactement le même. Comment ça le football c'est secondaire, t'es payé toute l'année pour justement développer le football et tu vas dire non mais le football c'est secondaire. Écoutez les gars, il insiste hein. Il faut que vous sachiez ça. C'est secondaire le football. Ça reste un jeu. Ça reste un jeu, ok. Frère, c'est ton travail. Ça reste un jeu. Donc il ne faut pas être passionné pour un jeu. Lorsqu'on vient jouer, c'est comme on joue en dame, on joue ceci. On n'est pas passionné. Non, c'est un sketch, c'est pas possible frère. C'est un sketch. Tu peux pas, t'as pas le droit frère. Donc ça veut dire, alors on va pas se dire ouais, il y a des difficultés, mais c'est des problèmes financiers, des choses. Regardez, quand le football il lui paye une montre à je sais pas combien les frères, la taille de la montre elle fait la taille de mon crâne presque. Là, le football, c'est pas secondaire, là. Là, le football, t'aimes bien le football, là, à ce moment-là. Ok. Voilà. C'est ça le problème, les frères. Bonjour, chers téléspectateurs de R7. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre chronique de ce jour. Didier Mweni Ivolo, celui qui vous présente la chronique de R7. Et aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur la thématique de la compétence de nos dirigeants. Vieux sujet, vaste sujet, mais la dernière sortie du ministre du sport, du ministre de la Jeunesse et du Sport, monsieur Hugo Ngolondele, a fait réagir beaucoup de Congolais quant à sa critique
des footballeurs de notre équipe nationale, les Diables Rouges, une sortie qu'on n'a pas compris. Et en regardant cette vidéo, je me suis posé la question, mais lorsque on nomme des dirigeants au Congo, que ce soit au niveau des entreprises publiques, que ce soit à la tête des administrations et surtout au gouvernement, lorsque les partis politiques choisissent leurs candidats aux différentes élections, ou encore lorsque au sein du parti politique, on doit choisir ses dirigeants, sur quelle base nous le faisons. Et c'est un sujet vraiment très important parce que il y va vraiment de l'avenir de notre pays, il y va de la survie. Moi, je pose souvent la question en termes existentiels, il y va de la survie de notre pays parce que, in fine, même quand vous êtes un investisseur, quand vous investissez pour créer une entreprise et que vous avez besoin d'employés, de salariés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en place des entretiens d'embauche. Vous allez donc rechercher des compétences. Vous allez rechercher des hommes, des femmes qui sont en capacité de faire fructifier votre capital, votre investissement. Vous n'allez pas prendre des gens qui vont arriver et au bout de quelques mois, de quelques années, qui n'arriveront pas à gérer et faire tomber votre entreprise. Mais à la tête de l'État, à la tête du gouvernement, dans les différents postes, se pose aussi la question de la compétence. Est-ce que les gens qui sont nommés ont la compétence de gérer les affaires publiques? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi on les a pris? Je ne suis pas. Je vois déjà dans les commentaires certains qui vont dire mais c'est sur la base d'affinité parentale, d'affinité amicale. Peu importe, dans tous les pays du monde, à toutes les époques, on disait dans les dissertations de philosophie, depuis que le monde est monde, depuis les temps les plus immémoriaux, depuis que l'homme marche sur la terre, depuis que le monde a été créé, ces pratiques ont existé. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, ce n'est pas le président qui nomme son fils ou sa fille, son neveu, son ami. C'est pas ça. Peu importe les gens nommés, peu importe qui on va prendre dans la famille ou dans le réseau des amis, mais c'est sur quelle base on le fait. Pour prendre le cas du président Denis Sassou Nguesso, il a plusieurs enfants. Pourquoi ce sont ces enfants-là qu'il va choisir? Le cas des responsables politiques, pourquoi on va choisir ceux-là? C'est exactement la même chose que le patron d'entreprise qui fait des entretiens d'embauche. Il a 5 CV. Généralement, pour chaque poste, on a l'habitude de prendre entre 3 et 5 CV. Au-delà de 5, ça fait trop, puisque à la base, il y a une présélection. On retient 5 CV, donc 5 personnes qu'on va recevoir en entretien d'embauche. Mais des 5, pourquoi on doit retenir une personne, homme ou femme? Pourquoi on doit retenir une personne? Quelles sont les qualités qu'on a pu voir dans son CV et comment la personne a expliqué son parcours et sa vision de l'entreprise en ce moment-là dans sa lettre de motivation, pour que je me dise, et puis comment s'est passé l'entretien d'embauche, pour que je me dise des 5, c'est cette personne que je vais prendre. Et au poste du gouvernement, c'est pareil. Il y a plusieurs personnes qui sont candidats à un poste ministériel. Il y a le président, le premier ministre qui se disent aussi, il nous faut un ministre de la Défense, un ministre de l'Éducation nationale, un ministre de la Jeunesse et du Sport, un ministre de l'Économie et des Finances, du portefeuille public, ainsi de suite, des relations, des relations internationales et diplomatie. Mais pourquoi, parmi les candidats, il y a un qui va retenir notre attention? C'est aussi bien les compétences en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, mais aussi donc en termes relationnels aussi. Et donc, en regardant la vie de notre pays, en regardant la réalité du Congo, et donc je vous disais par rapport à cette sortie de Hugo Ngolondele, je me suis posé la question, mais sur quelle base ces gens-là sont choisis, nommés à la tête de nos institutions? Et à l'instar de Hugo Ngolondele, on a vu la sortie aussi du président de la Fédération congolaise de football. Et quand on entend ces propos-là, on peut se dire, mais on a un problème au Congo. Je peux comme ça m'étendre
sur les questions d'eau et d'électricité, sur les questions de l'insalubrité publique, c'est-à-dire les poubelles à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Ouisso, à Kinkala, partout au Congo, où nous avons eu une société à Verda qui recevait un budget mensuel et annuel de la part de l'État congolais, mais à Brazzaville, il y avait toujours des poubelles. On nous a vanté le départ de ces d'Averda, hein, on a vanté, on a fait de la pub sur Averda qui partait, et une entreprise turque qui remplaçait, qui devait récupérer le matériel d'Averda, mais on ne sait pas sous quelle forme de convention, de contrat et autres, mais n'empêche que cette entreprise est arrivée. On nous a fait du cinéma en montrant les ouvriers de cette entreprise en train de ramasser les poubelles à Brazzaville. Aujourd'hui, les poubelles sont revenues à Brazzaville et à Pointe-Noire. On a eu la pub avec le ministre de la propriété publique qui tous les samedis ou tous les dimanches venait avec les gens ramasser les poubelles. Mais je vous avais dit, ce n'est pas comme ça qu'on règle le problème de l'hygiène publique, de l'insalubrité publique. Certains m'ont dit non, ça va aller. Au final, le problème revient. Donc, ça pose la question de la compétence des dirigeants, la compétence même des responsables au sein de nos entreprises. Vous avez des entreprises au Congo, mais peu importe le domaine. Dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Russie, vous avez des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Vous avez des secteurs porteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir une période où l'intelligence artificielle, les high-tech, l'informatique, l'électronique, tous ces secteurs-là va avoir le vent en poupe. Et vous allez voir que dans beaucoup de pays, on va vous dire, si vous allez dans tel pays, si vous êtes ingénieur ou mécanicien ou technicien dans tel domaine, vous avez 90%, 95% de chances de trouver du travail dans le mois, dans les 3 mois, dans les 6 mois. Ou encore en Europe, dans certains pays européens, les métiers du social, les métiers du médico-social, c'est des métiers qui connaissent une forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, les personnes qui font des formations comme infirmières, médecins, en tout cas dans la santé et dans le social, c'est des gens qui ne chôment pas. Parce que quand on regarde France Travail, le site de France Travail, anciennement Pôle emploi et anciennement encore ANPE, vous avez toujours des offres d'emploi. Et dans tous les pays, vous avez comme ça des secteurs qui sont en recherche de main-d'œuvre tout le temps. En France, maintenant, on peut régulariser un sans-papier s'il travaille dans un secteur qu'on appelle des secteurs sous tension, comme la restauration et autres. Or, chez nous, même au niveau des entreprises, on se demande ce qui se passe parce que vous n'avez aucune entreprise qui porte l'emploi au Congo. Aucune entreprise. Même les grandes entreprises pétrolières qui sont au Congo ne portent pas le marché de l'emploi. C'est-à-dire que ces entreprises ne sont pas les fleurons de l'industrie au Congo. Et d'ailleurs, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le ministre de l'économie, personne ne parle de fleurons industriels au Congo, alors même que, au niveau du pétrole, du gaz, du bois, nous avons un secteur industriel qui existe. Mais vous savez, le problème, c'est que rien n'est fait, absolument rien, pour que ce secteur industriel soit un secteur intégré et intégratif. Intégré dans le sens où c'est connu, les emplois proposés sont connus, les gens font des formations, postulent, trouvent de l'emploi assez régulièrement, et intégratif dans le sens qu'il y a une relation intime de la population avec ces entreprises-là qui sont connues. Or, on peut faire un sondage au Congo, on verra que 80% au Congo, 80% de la population congolaise, ce sont des gens qui ne sauront pas vous lister toutes les industries pétrolières et gazières au Congo. Moi, le premier. Moi, je ne saurais pas. Les entreprises que souvent, comme je fais beaucoup de recherches, je les découvre au fur et à mesure. Et quand j'appelle Brazzaville, Pointe-Noire, Ouisso et tout, les gens me disent, ah bon, ça existe? Et pourtant, ils habitent au Congo. C'est des universitaires au Congo. Pour vous donner un exemple, en parlant de ça, au nom de quoi quelqu'un qui est à Ouisso, qui a une technicité dans la soudure, dans la mécanique industrielle, dans l'électricité industrielle, ne peut pas dire, bon là,
j'ai un peu de sous, je vais prendre mon billet, je vais débarquer à Pointe-Noire et je vais chercher du travail dans une société pétrolière ou gazière, ou au port de Pointe-Noire tout simplement, ou dans le chemin de fer à Pointe-Noire. Et d'ailleurs, le Congo a une agence pour l'emploi. Et donc, les conseillers de cette agence pour l'emploi peuvent recevoir les demandeurs d'emploi et selon les qualifications, ils peuvent leur dire, tiens, il y a des postes à pourvoir à Pointe-Noire et construire un projet comme ça d'installation à Pointe-Noire, même si c'est un père, une mère de famille, les projets peuvent se faire avec un accompagnement du budget de l'État en termes d'insertion sociale et d'insertion professionnelle, de sorte que dans les premiers temps, ces gens sont accompagnés pour trouver un loyer, puisque le but de l'État, c'est sécuriser l'accès à l'emploi de la population. Donc, toutes ces questions font qu'on se demande comment travaillent les responsables à la tête de ces entreprises, à la tête de ces administrations, pourquoi les choses n'évoluent pas, pourquoi les choses ne changent pas. À toutes ces questions, celui qui vient de nous donner vraiment la réponse, eh bien, c'est le ministre des Sports et son président de la Fédération congolaise de football. Je vous laisse d'ailleurs écouter les différentes prises de parole du ministre Ngolondele et on poursuit notre analyse. Molan doit rester 20 ans sans jouer, on restera 20 ans sans jouer. Vous êtes Diable Rouge. Et quand on parle de Bifouma, on ne parle pas de Bifouma en tant que joueur en Chine ou en Turquie ou je ne sais pas où, on parle de Bifouma en tant que joueur des Diables Rouges. Donc, sélection nationale. Et donc, le pays vous donne la possibilité d'être connu davantage. Et qu'est-ce que vous redonnez à ce pays-là? Qu'est-ce que vous donnez à ce pays en retour? Lui demander de l'argent? Lui poser des conditions pour venir jouer? C'est ça, le patriotisme? C'est ça, le civisme? Le football est secondaire. Il faut que vous sachiez ça. C'est secondaire le football. Ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Donc il ne faut pas être passionné pour un jeu. Lorsqu'on vient jouer, c'est comme on joue en dame, on joue ceci. On n'est pas passionné. On vient de suivre le ministre Ngolondele, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui nous dit d'abord, on peut rester 20 ans sans jouer au football. C'est-à-dire que le Congo peut se retirer des compétitions de football au niveau mondial. C'est pas grave, mais même si ça dure 20 ans, c'est pas un problème. Et le même, on le voit en train de tenser les joueurs de Diable Rouge, et notamment ce pauvre Bifouma. Je ne sais pas qu'est-ce que M. Bifouma lui a fait. C'est quand même curieux. On voit bien que notre ministre souffre d'incompétence en termes de responsable, parce que s'il était vraiment responsable, il allait comprendre que même l'équipe de France, même le Brésil, que le ministre des Sports au Congo ne se trompe pas. Nous tous, on regarde l'actualité mondiale. Donnez-moi le nom d'un pays qui est connu au niveau de son football grâce à l'équipe nationale et non pas grâce aux joueurs. Mais qu'est-ce qui a rendu célèbre le Brésil? Ce n'est pas l'équipe du Brésil. C'est quand même le roi Pelé. Si tout le monde connaît le Brésil, c'est grâce d'abord au roi Pelé qu'on a appelé le roi du football. Et avec les autres joueurs brésiliens comme les Garrincha, comme les Pepe, comme comme plutôt les Zico, comme les Socrates. Et plus proche de nous, les Ronaldo, El Phénomène, et encore les Ronaldinho. Qu'est-ce qui rend célèbre l'équipe d'Argentine? Ce n'est pas la sélection d'Argentine en tant que telle. C'est les Mario Kempes, c'est les Maradona, c'est les Messi. L'Allemagne, pareil. Si l'Allemagne est connue, ce n'est pas à cause du nom de la sélection. C'est à cause des grands noms comme les Franz Beckenbauer, comme les Rummenigge. Ah, Rummenigge, oui. Et donc, on va connaître dans quelle sélection, dans quelle équipe Rummenigge joue. C'est d'abord le talent du footballeur qui fait connaître et son club et
et sa sélection. Donc aujourd'hui, si les Diables Rouges sont connus en Afrique, mais ce n'est pas parce que c'est les Diables Rouges, c'est à cause des joueurs comme Hambla Mbemba Tostao. À cause des joueurs, c'est grâce aux joueurs comme le roi Pelé, comme François Pelé, Mbono le sorcier, les Kouka Matins, les Ndomba le géomètre. Depuis que tous ces joueurs ne jouent plus au foot, certains sont partis à leur âme, et qu'on n'a plus des grands joueurs, les Diables Rouges ne sont plus connus. Le jour où on aura encore les Bifouma qui vont exploser et qui vont faire exploser leurs compétences dans les Diables Rouges seront connus. Les Diables Rouges peuvent toujours exister, même au niveau du handball féminin. Pourquoi on a connu les Diables Rouges handball féminin? Mais c'est à cause des Abébéman, de Koulenka Solange. Cette génération qui a porté le handball congolais au firmament africain, eh ben, on a connu qu'au Congo, il y avait aussi une très bonne sélection de joueuses de handball. Mais ce n'était pas parce que nous avons cette équipe-là. Aujourd'hui, on n'a pas de grands athlètes au Congo qui parlent, quand on parle de l'athlétisme mondial, qui peut situer le Congo sur une carte d'Afrique en prenant juste l'exemple de l'athlétisme. Donc, notre ministre de Sport commet une erreur. Mais vraiment, en parlant comme ça des sportifs et des footballeurs congolais. Je vais vous dire une chose. Dans tous les pays du monde, le football, c'est une passion. Quand on entend le président de la sélection, et plutôt le président de la FECOFOOT, parler du jeu, que c'est juste un jeu. Mais ça veut dire que ce monsieur, il ne connaît pas le football, il ne sait pas ce qu'est le football, il se contente d'avoir un gros salaire en tant que président de la FECOFOOT, mais le reste ne l'intéresse pas. Je veux lui donner des symboles. Yaoundé 72, c'était qu'un jeu. Mais le président Barien Ngouabi n'a pas dormi. Nous n'avons pas gagné la Coupe d'Afrique Yaoundé 72 parce que nous étions les meilleurs du monde. C'est faux. Le Mali avait une très belle équipe. Si le Mali se retrouve en finale, parce que le Mali avait une très bonne équipe et tout le monde avait parié sur la victoire du Mali. Mais le Congo, les Monos, le sorcier, les François Pelé, les Dengaki, les Tostao, ils étaient en mission commando. Pas mission commandée, en mission commando. Ils avaient reçu une telle pression du président Barien Ngouabi, qui avait d'ailleurs refusé. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais demandez à votre président de la FECOFOOT, demandez à Hugues Ngolondele s'ils le savent. Ngouabi, le président Barien Ngouabi, ne voulait même pas que le Congo joue, que la République populaire du Congo joue la Coupe d'Afrique de 1972 pour la bonne et simple raison que la Coupe du Monde d'avant, on s'était pris une raclée, que ça a été une honte nationale. Voilà un amoureux du foot. Ngouabi était un amoureux du foot. Barien Ngouabi n'a pas supporté la honte de notre équipe nationale aux précédentes compétitions africaines. Et donc il a dit, on arrête, on se prépare, le jour où on sera prêt, on repart au combat. Mais les joueurs ont supplié le président en disant, Monsieur le Président, nous irons et ça sera la bataille. Et ils sont allés, ils ont ramené la coupe. Le dégagement va partir pour Sadia Cissé. Mpele qui va contrôler. Essaye de dribbler, tacle manqué de Kylian Diallo. Mokhtar Maïga bien placé. Va envoyer le ballon sur Moussa Diakité. Moussa Diakité, récupération congolaise sur Fantamari Keita. Passe dédoublé, récupéré par Moussa Diakité. Pétillant qui va partir, dribble 1. Réussit un deuxième arme, son tir. Maxima! Très bon but de Mokhtar Maïga. Balle en shoot surprise qu'il a enlevé Moussa Diakité. Il l'a pris en dribble de dédoublement sur une passe écran. Et d'un tir enveloppé, il a envoyé la rafale à peu près à quelques 22 mètres des voies gardées par Maxima. Exactement ici à mon chronomètre, à la 33e minute 25 secondes, le Mali mène par le score d'1-0 sur une action parfaitement bien construite au milieu du terrain, élaborée d'abord par le numéro 20 et c'est Moussa Diakité
qui est parti d'un shoot opiniâtre, il a osé, et il vient d'être actuellement donc récompensé de son geste. Mamadou Keïta pour Fantamadi Keïta. Balle de Minga Pepe qui l'a manqué sur la tête de Ngasaki, heureusement pour les Congolais, pour celle de Ngasaki à nouveau, mais c'est le 18 Adama qui est sur la balle et Ngasaki du pied droit relance, mais c'est Balekita qui contrôle. Balekita contrôle dans le camp malien, il a ouvert sur son ailier, non, et l'égalisation est là, mais de Mbono, magnifique, hey, Djangay, Mbono sorcier, Mbono sorcier, Mbono sorcier, Mbono sorcier, magnifique Mbono sorcier, Mbono sorcier. Congo, applaudissez, applaudissez peuple congolais. Applaudissez la République populaire du Congo qui est égalisée sur une balle qui partait à droite, une transversale de Tostao, je pense, qui arrive en direction. Tostao, une fois de plus, a fait une belle transversale et Mbono Sorcier, bien placé, n'a pas laissé de chance à Traoré et Mbono Sorcier a donc égalisé pour la République populaire du Congo. Mali 1, République populaire du Congo 1, nous repartons à 0. Tostao, l'homme qui a fait la transversale tout à l'heure sur Mbemba, déborde. Il déborde bien et son adversaire va agir. L'arbitre va désigner une faute. Il faut dire que Tostao, depuis le match du Soudan, a retrouvé son élan. Et là, il fait voir de toutes les couleurs à l'arrière gauche malien. Voilà Tostao qui repart à droite. Il a sa balle. Il effectue sa transversale. Mbono est prêt? Non. Et le deuxième but? Oui. Ah, Congolais, applaudissez, applaudissez Congolais. Mbono Sorcier est le bourreau du Mali. Applaudissez Congolais, applaudissez, vous le méritez. Mbono Sorcier est maintenant meilleur buteur avec Bakro parce qu'il compte 4 buts. Congo 2, Mali 1. Vous pouvez fêter Congolais pour l'heure. Applaudissez, c'est la 14e minute et Mbono Sorcier vient de vous libérer. Il a égalisé sur une transversale de Tostao qui est déroutant ce soir et il a encore obtenu le but d'avance sur un autre débordement de Tostao. Il faut dire que Mbono, je vous l'avais signalé, rentre en deuxième période, fait souvent la différence. Mais la partie n'est pas terminée. Les Congolais doivent encore se battre et ils sont là. Tostao, il est parti. Mbono toujours placé. Tostao va entrer. Il va entrer, il est entré. Il met son adversaire dans le bas. Il tire le but. Magnifique Traoré. Traoré était la parade, il a arrêté, c'était formidable. La balle est toujours congolaise et c'est une main, l'arbitre laisse jouer. C'est l'appui du numéro 6, Boubacar, qui a été contré et Minga Pepe relance pour les Congolais. République populaire du Congo 2, Mali 1, balle ici des Congolais avec Mbono. Mbono pour Mpele, et Mpele marque le 3e but. Oui, ah, le 3e but congolais, le 3e but congolais, François Mpele, François Mpele. François Mpele, 3 pour la République populaire du Congo. Applaudissez peuple congolais. Et lentement mais sûrement nous allons vers ce trophée que nous enlevons. En tout cas nous jouons la 19e minute de jeu. Germain Bisset sidéré. La République populaire du Congo mène sur le score de 3 buts à 1. François Mpele vient de marquer son 2e but de ce tournoi et le 3e but de cette partie. La finale entre le Mali et la République populaire du Congo. Keïta. Et finalement, Gigla va partir. Il contrôle là-bas pour Mokhtar Maïga. Mokhtar Maïga, Gigla. Gigla contrôle, va essayer de partir en dribble. Il descend balle au pied, va servir là-bas, très joli. Il donne là-bas pour Fantamadi. Fantamadi se précipite sur le côté droit là-bas. Essaie de partir, mais se fera faucher là-bas, la balle. Non, finalement, il va centrer. Il centre et la balle sera reprise, c'est un but. 2e but malien sur une action extraordinaire de Gigla qui a servi. Et Sadia Sissé a aggravé, du moins a réduit le quart dans ce match de football comptant pour la finale de la 8e Coupe africaine des Nations entre le Congo-Brazzaville et le Mali. Nous jouons déjà depuis 30 minutes. 45 minutes de jeu, nous jouons maintenant les arrêts de match. La République populaire du Congo, la République populaire du Congo qui en ce moment vole vers la victoire, contrôle par Balekita. Balekita Claise Zézé qui fait à François Mpele. François Mpele dans le rond central. Ouvre là-bas sur Mbono. Mbono Sorcier qui contrôle du pied gauche. Il a placé sur le droit. Et bientôt la fin de la partie. Nous jouons les arrêts de jeu maintenant. La République populaire du Congo mène sur le score de 3 buts à 2. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? La République populaire du Congo. C'est la joie. Applaudissez, dansez. Et nous avons ici une chorale. Yabiso,
balotembe na makolo ya biso balotembe na makolo congolais balokogoda makolo. Donc, si le président de la FECOFOOT pense que le football n'est qu'un jeu, eh bien qu'il quitte ses fonctions. Parce que pour gagner l'argent, pour bouffer l'argent de la FECOFOOT, le mec est content. Le mec est très content pour bouffer l'argent de la FECOFOOT, pour avoir un salaire en tant que président de la FECOFOOT. Mais pour les résultats, oh non, pourquoi vous me demandez les résultats? Mais ce n'est qu'un jeu. Mais ne soyez pas passionnés, c'est comme un jeu de dames. Mais ça montre que même le jeu de dames, il ne l'a pas joué. J'ai joué au jeu de dames. Je demande au président de la FECOFOOT d'aller dans tous les quartiers de Brazzaville, mais du Congo, mais je vais citer Brazzaville parce que je suis brazzavillois, et d'aller voir là où on joue aux dames. C'est quelle passion ça développe. J'ai joué à la pétanque au club Les Amis de Bakongo. J'étais joueur de pétanque au club Les Amis de Bakongo. Et dans les années 90, nous avons gagné la compétition de pétanque de la ville de Brazzaville. Mais ce n'est qu'un jeu de boules? Non, monsieur. Non, monsieur. C'est une vraie passion, c'est une vraie tension. Du matin au soir, quand on commençait à peu près vers 8h, 9h, on terminait, il était 18h, 19h, je vous dis que toute la journée, nous étions sous une telle tension que ce soit le pointeur ou le tireur, quand il est dans le cercle, il y a un niveau de concentration. Ça prouve que ni Hugo Golodélé, ni le président de la FECOFOOT, ils n'ont jamais pratiqué du sport dans leur jeunesse ou dans leur vie. Parce que si tel a été le cas, ils ne peuvent pas tenir de tels propos. Déjà, du fait que les Congolais, les Diables Rouges ont des mauvais résultats, les joueurs s'excusent auprès des supporters des populations. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Les dirigeants présentent leurs excuses aux supporters, aux populations. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Mais chez nous, regardez avec quelle arrogance le ministre des Sports vient parler même à la représentation nationale. Le Gabon à Aubameyang, vous avez qui? Vous voyez l'expression? Le Gabon a au moins Aubameyang, vous avez qui? Donc, ce genre d'arrogance, d'insolence, de manque de respect vis-à-vis d'une activité qui leur paye un salaire mirobolant, qui les permet de vivre, montre d'abord le niveau de compétence. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont aucune compétence et ils vont donc se cacher derrière l'agressivité, la violence, l'insolence, l'arrogance pour répondre aux populations et au lieu d'accepter leur incompétence, leur médiocrité, ils vont donc rendre responsables les joueurs. Mais les joueurs, donc on apprend par la prise de parole de M. Ngolondele que les joueurs doivent accepter de venir jouer sans recevoir des primes, sans rien, quitte à ce qu'ils financent eux-mêmes leur voyage, leur hébergement, leur alimentation, leur entraînement. Je vais vous dire une chose, je ne donnerai pas de nom. J'ai été étudiant en Chine entre 1996 et 2000. Et vers les années, peu avant 2000, l'année 2000, les Diables Rouges sont venus participer à une compétition de handball féminin en Chine. Vous savez où dormaient les joueuses, nos joueuses? Nos joueuses dormaient sur des matelas au sol, sauf si l'étudiant lui avait cédé le lit, dans les chambres d'étudiants à Pékin. J'ai des amis étudiants à Pékin qui nous appellent pour nous dire on est scandalisés. Les joueuses des Diables Rouges sont là. Elles sont en panique parce qu'elles arrivent à Pékin, elles ne savent pas où dormir, où manger, elles ne parlent pas la langue et tout. Et ce sont les étudiants congolais de Brazzaville qui s'organisent pour céder les chambres. Donc, 3 joueuses vont dormir dans la chambre de tel étudiant, cet étudiant-là va dormir chez les autres étudiants. Et ça s'est passé comme ça. Donc, quand vous apprenez, moi j'ai vu sur YouTube, les joueurs qui témoignent, qui disent, mais Hugo Ngolondele organise un match, un match amical avec l'équipe réserve d'Amiens.
chers compatriotes, vous qui êtes au Congo, mais vous qui avez vécu en Europe et surtout en France, et vous qui êtes en Europe, en France, c'est quoi l'équipe réserve d'Amiens? Et pour ce match, il a pris la fédération prend les chambres d'hôtel dans un hôtel Formule 1. Vous savez qui dort dans un hôtel Formule 1? C'est les SDF en France. L'hôtel Formule 1, c'est là où les associations qui accompagnent les sans-papiers et les SDF les mettent. Mais ce n'est pas un hôtel pour une équipe nationale, je suis désolé. Et même en France, moi je connais, j'ai des amis, des cousins qui ont hébergé les athlètes congolais qui viennent ici pour les compétitions sportives. Je le sais puisque je les ai rencontrés. Donc, inutile de se mentir entre Congolais. On se connaît. Je vais vous dire une chose. Je suis allé regarder. Lorsque une équipe européenne gagne, comment on appelle ça, la Ligue des champions, on est autour de 63 millions d'euros que cette équipe remporte. Et d'ailleurs, écoutez, regardez l'excitation de toutes les équipes européennes pour participer à une compétition européenne. Ligue des champions, Europa League, ainsi de suite. Mais parce que ça rapporte de l'argent. Mais qu'on ne nous trompe pas, mes chers compatriotes. Parlons de la Coupe d'Afrique. Lorsque une équipe nationale gagne la Coupe d'Afrique, on est autour de 2 millions de dollars. L'année 2026, on sera autour de 4 millions de dollars pour l'équipe qui gagne. Ça peut changer. Le Sénégal qui gagne la Coupe d'Afrique a touché à peu près 5 millions de dollars de la part de la CAF. L'actuel gagnant de la Coupe d'Afrique remportera exactement une somme de 6,8 millions. C'est en francs CFA ou bien c'est en euros? Oui, je pense que c'est en euros, 6,8 millions d'euros. Donc si on convertit en francs CFA, on est à exactement 4 454 millions de francs CFA. Ce que va empocher le gagnant de la Coupe d'Afrique actuellement. Donc si on fait un petit rappel sur la Coupe d'Afrique, c'est une compétition africaine qui est née en 1957 où 4 pays avaient participé, notamment l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan et l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud au final n'a pas participé parce que en ce moment régnait effectivement l'apartheid en Afrique du Sud, donc ils ont été suspendus et uniquement 3 pays ont participé à cette compétition en cette période. Actuellement, la compétition a vraiment évolué, le nombre de pays a vraiment changé et nous nous retrouvons actuellement à plus de 24 pays contre 16 pays en 2017 lors de la dernière édition où il y avait 16 pays et cette édition avait été remportée par le Cameroun. Donc beaucoup d'autres changements ont été effectivement apportés à la compétition. On avait déplacé la compétition pour la période d'été et après on l'a ramené encore à la période de janvier-février comme c'est actuellement. Donc l'édition 2023 qui se joue effectivement en 2024 est organisée actuellement par la Côte d'Ivoire. En termes de trophées, le pays ayant le plus de trophées est effectivement l'Égypte avec 7 trophées remportés. Le deuxième pays est le Cameroun avec exactement 5 trophées remportés. Donc actuellement, le Sénégal est le tenant en titre et il l'a remporté pour Cameroun en 2022 lors de l'édition 2021. Donc depuis le 4 décembre dernier, plusieurs autres changements ont été améliorés dans cette compétition, notamment le gain que remportera effectivement l'ensemble des gagnants de la compétition. Raison pour laquelle il faut noter que le premier de la compétition remportera exactement 6,8 millions d'euros. Donc quand on convertit en francs CFA, on se retrouve à exactement 4 454 millions de francs CFA. Donc le deuxième de la compétition remportera quant à lui 3,6 millions d'euros. Les demi-finalistes remporteront 2,2 millions d'euros. Les quarts de finalistes quant à eux remporteront 1,1 million d'euros. Donc voilà en quelque sorte l'ensemble des gains remportés par les participants de la Coupe d'Afrique. À très bientôt à toi. Chaque organisme, chaque institution qui organise sa compétition paye de l'argent. Quand vous entendez les Diables Noirs, Cara, Étoile du Congo, Léopard, Cheminot jouent la Coupe d'Afrique, à quel niveau vous arrivez, on vous paye combien? Quand vous entendez les Diables Rouges jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, la FIFA leur verse de l'argent. Quand les Diables Rouges jouent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, la FIFA donne de l'argent à Hugo Golondele, la CAF donne de l'argent à Hugo Golondele. Cet argent va où? Puisqu'il est en train de tenser les joueurs, mais qu'il aille jusqu'à la fin de son propos, qu'il dise aux joueurs,
pour chaque match d'éliminatoire, combien ça nous coûte? Et plutôt combien la CAF nous donne ou la FIFA nous donne lorsque c'est la Coupe du Monde. Il faut qu'ils nous disent à la fin de la phase éliminatoire, même si on n'est pas qualifié, on touche combien malgré tout. Je ne dis pas que c'est suffisant, je ne dis pas que c'est beaucoup. Dites seulement on touche combien. Soyons sérieux, soyons clairs. Parce que sinon, ils nous racontent de n'importe quoi, ils nous baladent. Et je suis allé regarder même au niveau des clubs. Lorsque une équipe gagne la Coupe d'Afrique des clubs champions, voilà, c'était ça. Cette équipe touche à peu près 2 millions de dollars. L'équipe qui a aussi joué la finale, touche 1 million de dollars. Les équipes qui sont arrivées en demi-finale touchent 750 000 dollars et les équipes arrivées en quart de finale touchent 550 000 dollars. Ça suppose quoi? Ça suppose que lorsque vous jouez le match de quart de finale, demi-finale et finale, ça vous fait à peu près 5 millions, 4 à 5 millions de dollars. Et pourquoi les joueurs qui ont participé à cette compétition ne toucheraient rien? Pourquoi ces joueurs ne toucheraient rien? Pourquoi c'est seulement en Afrique noire et quelques pays comme le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la RDC, où il y a toujours les problèmes de prise en charge, les problèmes de transport, les problèmes de primes. Mais les autres pays ne jouent pas les mêmes choses que nous. Le Congo, le Cameroun, la RDC serait plus pauvre que le Gabon, serait plus pauvre que la Guinée équatoriale. Et même les pays moins lotis que nous, comme la Guinée-Conakry ou le Mali ou le Sénégal, qui ne sont pas plus riches que nous, n'ont pas ces sujets-là. Et nous, on a ce sujet-là. Au nom de quoi le Sénégal peut être à un tel niveau, sauf nous. Mais c'est un problème de volonté politique, M. Ngolondele. M. Mayolas ou Mayolas, le président de la fédération. C'est votre travail. C'est votre travail de mettre en place des projets, des stratégies, de l'organisation, des compétences pour que nous puissions avoir un sport qui est de haut niveau. Vous ne pouvez pas critiquer comme ça les Diables Rouges, alors que même les entraînements, nos joueurs locaux. Regardez, on n'a même pas de championnat de football. C'est la faute des joueurs des Diables Rouges. Nous avons eu parmi les meilleurs championnats en Afrique. Pendant très longtemps, des clubs comme Kara a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1974. Et même dans les années 80, nous sommes tous au Congo, l'Interclub arrivait plusieurs fois en demi-finale de la Coupe des Coupes d'Afrique. Et comment vous expliquez aujourd'hui que notre football est à ce niveau-là? C'est ça le problème. Et là où vous oubliez, quand vous parlez, vous vous adressez aux Congolais. Mais non! Je vous le dis encore, et les Congolais doivent sortir de cette bouteille, de cet esprit comme si on était dans la caverne, dans le mythe de la caverne, et on ne voit le monde qu'à partir d'une lorgnette. Vous savez, j'étais très étonné, sans repartir dans ce débat, je vous avais dit, les assassinats des Koulouna, les premiers qui donnent l'alerte, ce sont les populations, les gens, les internautes de l'Afrique de l'Ouest. Moi, les premières images des assassinats des Koulouna, c'est l'Afrique de l'Ouest qui dit, mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Comment on tue des jeunes comme ça, même si c'est des délinquants, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les premiers qui donnent l'alerte sur les maillots de Manchester portés par les prisonniers au Congo-Brazzaville, c'est encore les étrangers, les Maghrébins et peut-être les Arabes, parce qu'on n'arrive pas à faire la différence. Et ce sont les premiers qui critiquent en disant, oh mais tiens, au Congo-Brazzaville, des prisonniers sont habillés en maillot de Manchester. J'avais publié la vidéo. Et là encore, j'étais surpris de tomber sur des Maghrébins, oui, je vais dire ça comme ça, des Maghrébins, qui sont étonnés de la prise de parole de nos responsables de sport, ministre de sport et président de la fédération. Je vous laisse les suivre. C'est une dinguerie. Parce que si vous pensez avoir une pire équipe nationale que le Congo actuellement, regardez bien cette vidéo. Ça commence ici avec le président. C'est secondaire le football.
Ça reste un jeu. Ça reste un jeu. On enchaîne avec le ministre, celle-là elle est lunaire. Qui brille à l'étranger. Le Gabon à côté a au moins Aubameyang. Nous, on a qui? Il n'y a personne. Comme si ça suffisait pas, les photos officielles sont prises dans la chambre. Photo officielle dans la chambre. Quel appareil là? Photo officielle dans la chambre. Mais c'est pas fini. Je peux faire toute la vidéo avec des trucs comme ça. Ce matin, une vidéo d'un joueur sort, on avait le match à 17h, on a quitté Brazzaville à minuit, on est arrivé à Zambie à 5h. Comment vous voulez qu'on soit performant dans les matchs avec ce genre de conditions catastrophiques? Moi, je vais répondre à ta question. Je sais pas comment. Je sais pas comment vous arrivez à tenir mentalement. Je sais pas comment les supporters du pays arrivent à tenir mentalement. Puisque, à ce que je sache, hein, les supporters du pays sont des vrais supporters de football. Ou si je prends l'exemple contre Congo la dernière fois, le pays entier s'était éteint pour assister à ce match. Et aujourd'hui, voilà, c'est dirigé par qui? Par des personnes qui sont plus là pour leur intérêt. Bah, je suis désolé de le dire. Plutôt que le sport, plutôt que le football, qui n'ont rien à faire du sport. J'en ai entendu des dingueries dans le football africain, les gars. Mais là, je crois que ça dépasse absolument tout. Écoutez-moi ça, les frères. Le football est secondaire. Ça peut vous paraître normal, là. Le football est secondaire, ok, ça peut s'entendre. Sauf que c'est pas n'importe qui dit ça, les gars. Vous savez c'est qui, lui? C'est le président de la Fédération congolaise de football. Le football, c'est secondaire. Frère, c'est ton travail. Frère, t'es payé pour ça. Comment ça, c'est secondaire? C'est comme si t'es un médecin. Tu vas chez un médecin parce que t'as un rhume, parce que t'es malade, il dit ouais mais la santé c'est pas important. C'est la même chose les frères, c'est exactement le même. Comment ça le football c'est secondaire, t'es payé toute l'année pour justement développer le football et tu vas dire non mais le football c'est secondaire. Écoutez les gars, et il insiste hein. Il faut que vous sachiez ça. C'est secondaire le football. Ça reste un jeu. Ça reste un jeu, ok. Frère, c'est ton travail. Ça reste un jeu. Donc il ne faut pas être passionné pour un jeu. Lorsqu'on vient jouer, c'est comme on joue en dame, on joue ceci. On n'est pas passionné. Non, c'est un sketch. C'est un sketch, c'est pas possible, frère. C'est un sketch. Tu peux pas. T'as pas le droit, frère. Donc ça veut dire, alors on va pas se dire, ouais, il y a des difficultés, mais c'est des problèmes financiers, des choses. Regardez, quand le football, il lui paye une montre à je sais pas combien, les frères, la taille de la montre, elle fait la taille de mon crâne presque. Là, le football, c'est pas secondaire, là. Là, le football, t'aimes bien le football, là, à ce moment-là. Ok. Voilà. C'est ça le problème, les frères. Alors, vous voyez ces cousins, comme on s'appelle souvent des cousins, vous voyez ces cousins maghrébins qui sont étonnés de la manière dont des gens qui sont payés par le football au Congo parlent du foot en disant on peut faire 20 ans sans jouer, mais ce n'est qu'un jeu, il ne faut pas être passionné comme ça. Donc, là, nous sommes en train de renvoyer à la face du monde la médiocrité de nos dirigeants. C'est là où je vous dis encore, faites attention, le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe en Afrique, on ne le cache pas, que ce soit les assassinats, les prises de parole, tout ce qu'on vous dit sur les eurobonds et tout, ne vous inquiétez pas, dans le monde entier, c'est suivi. Là, vous venez d'avoir l'exemple. Tout est suivi dans le monde entier et ça choque. Nous devons renvoyer une image d'un pays dirigé, géré, gouverné par les gens compétents. Qu'à la tête de nos institutions, il y a des gens compétents, que nous sommes gérés par des gens qui savent ce qu'ils font là. Là, Hugo Golondele et M. Mayolas viennent de renvoyer à la tête du monde qu'au Congo, c'est normal que l'équipe nationale soit à la ramasse, qu'il n'y ait pas de championnat, que les jeunes Congolais qui sont des bons footballeurs à la base, il n'y a qu'à aller voir dans les quartiers, dans nos quartiers, partout au Congo. Les Congolais, c'est des bons footballeurs. Mais comment arriver à un niveau où il faut une politique générale impulsée par le gouvernement, patatras, les Congolais n'y sont plus. Mais parce que vous êtes médiocres. On part à présent en République du Congo où le football est dans la tourmente. La FIFA a annoncé la suspension de la FECOFOOT jusqu'à nouvel ordre pour ingérence gouvernementale. Une décision prise à la suite de la mise en place d'un comité ad hoc par le ministère des Sports en septembre 2024. Une mise en place jugée contraire au statut de la FIFA et de la CAF. 4 jours après cette décision, le ministre des Sports a réagi en précisant la position du gouvernement sur cette affaire. Écoutez-le au micro de Vivace Mambouane. En évitant au mieux toute forme d'ingérence, le ministère dont j'ai la charge va résolument
poursuivre ses efforts de médiation entre les parties en conflit, notamment le comité exécutif et la commission ad hoc, pour rechercher les compromis nécessaires à la sortie de crise et à la levée de la suspension. L'avenir de notre football en dépend. Vous venez de le voir, vous êtes médiocre. Dans les autres pays où les gens excellent, mais il y a bien des associations qui sont financées, encouragées par les pouvoirs publics. Et on avait les compétitions de l'ONSU, qui l'ONSU devient une vitrine pour le pouvoir, pour se faire voir, et non pas un véritable lieu de détection des talents. Ça, on ne fait plus chez nous. Il n'y a plus de compétition, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de passion. Mais sans passion. Mais vous savez, monsieur Mayolas, mais le physicien, il est passionné par les atomes. Le mathématicien, c'est un passionné. Si on n'est pas passionné, on ne peut rien faire. Le médecin que vous venez consulter en Europe quand vous êtes malade, mais c'est parce qu'ils sont passionnés par la médecine. C'est pour ça qu'ils font ce métier-là. Mais si le médecin disait, oh, la médecine, c'est quoi? C'est rien, c'est pas ça l'essentiel. Ah bon? Comme a dit ce cousin, mais si c'est pas essentiel pour vous, mais qu'est-ce que vous faites là? Si pour vous c'est pas essentiel, si c'est rien, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Mais dégagez, partez. Vous jouez avec les émotions de toute une population. Lorsque on veut avancer, on met les compétences. Alors, je suis allé regarder un peu parce que quand on dit les mots, des fois, on les comprend, mais est-ce qu'on a bien compris? Et j'ai trouvé une définition, parmi les définitions, j'ai retenu celle-ci, que la compétence, c'est mettre en œuvre des connaissances, des savoir-faire dans l'exécution d'une tâche, d'une mission, d'un travail. Donc, par compétence, on peut aussi associer des comportements, des postures, de l'éthique, la recherche d'un résultat et vérifier si les attendus ont été atteints. Un objectif de formation est souvent décrit en termes de compétences qui doit être acquise à l'issue de la formation. Il est donc important de s'interroger sur ce que c'est qu'une compétence. Alors, on va dire qu'être compétent, c'est être capable de mobiliser un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dans des situations diverses. Alors, les savoirs, c'est tout ce qui relève des connaissances, des notions techniques, des théories qui ont été acquises en lisant, en écoutant, en regardant la télé, etc. C'est par exemple le code de la route, les ingrédients du pain, un élément de réglementation, des connaissances juridiques, des procédures de gestion, etc. Les savoir-faire, ce sont toutes les techniques, les gestes professionnels, les actions, les processus acquis par le savoir et la pratique. Par exemple, c'est conduire une voiture, pétrir la pâte pour faire du pain, passer des écritures comptables, etc. Les savoir-être, ce sont les comportements adéquats à une situation, ce sont les qualités personnelles requises pour exercer un emploi type, par exemple. Alors, celles-ci, on les acquiert par des mises en situation, des expériences. C'est par exemple le calme du conducteur, l'exigence du boulanger, la rigueur du comptable, la capacité d'écoute, la capacité à travailler en groupe, à coopérer. Du coup, la compétence, c'est un ensemble de savoir-faire, de savoir-faire et de savoir-être qui sont activés lors de la planification et de l'exécution d'une tâche donnée. La compétence professionnelle n'est donc pas un objet d'apprentissage en soi, mais plutôt une combinaison de connaissances, de savoir-faire, de comportements ou d'attitudes qui sont maîtrisés dans une situation professionnelle donnée. Et c'est pour cela que vous verrez, le gouvernement publie souvent des offres d'emploi. Moi, je le lis sur Internet. On dit 3 ans ou 5 ans de compétences
exigé dans le même domaine. Mais c'est quoi la compétence? Hugo Ngolondele, quand on l'a pris, on a exigé combien d'années de compétences le concernant? On peut se poser cette question. In fine, en parlant de compétences, on a les savoirs. Est-ce que Hugo Ngolondele, est-ce que le ministre du Travail, le ministre des Finances, le Premier ministre, le président de la République, le directeur de la SNPC, Monsieur Adunganda, tous secteurs confondus, chef de service, chef de division, chef d'état-major, ainsi de suite. Est-ce que chacun d'eux a les savoirs nécessaires pour occuper la fonction? Est-ce que chacun d'eux a le savoir-faire? Il a le savoir nécessaire, c'est-à-dire avoir le diplôme, la certification, ainsi de suite. Mais est-ce qu'en plus, on sait les mettre en pratique? Le savoir-faire, est-ce qu'on y est? Et le savoir-être, est-ce que les gens sont humbles? Est-ce que les gens sont dans l'empathie? Est-ce qu'on comprend l'autre? Est-ce qu'on amène l'autre à mieux exprimer ses capacités? Ou bien qu'on est arrogant, on est dans l'insolence, on ne reconnaît jamais ses torts, on ne reconnaît jamais ses fautes, on brime les autres. Vous savez, comme on dit chez nous, le chef ne fait pas d'erreur, il fait semblant, il ne se trompe pas, mais il fait semblant. Il n'est pas fatigué, il ne dort pas, mais il se repose. Il ne mange pas, mais il goûte. Est-ce qu'on est dans ce genre de comportement vis-à-vis des chefs qui nous dirigent? J'ai trouvé une autre définition de la compétence qui nous dit, par compétence, on entend un savoir agir complexe qui s'appuie sur la mobilisation, et j'insiste beaucoup sur ça, sur la mobilisation et la combinaison efficace d'un ensemble de ressources internes et externes dans une famille de situations. Donc, si on veut régler notre problème de foot, on peut à la fois, sur le plan interne, aller rechercher les compétences, c'est-à-dire ceux qui jouent bien au foot, ceux qui peuvent entraîner, on peut les former, on peut former les entraîneurs, ceux qui savent, et aller voir ailleurs ce qui se fait de mieux, qu'est-ce que nous pouvons copier. C'est ça, pour que les choses avancent chez nous. Mais, je vous dis encore, en partant de ça, de ce que Hugo Ngolondele et Mayolas viennent de nous montrer, on peut extrapoler dans d'autres secteurs. On voit souvent Christelle Sassou Nguesso aller signer des contrats à gauche à droite. Mais depuis qu'il est ministre, bientôt 4 ans, il ne fait que signer des partenariats publics-privés, semble-t-il, pour créer de l'emploi. Combien d'emplois on a créé? À quel moment on va évaluer le travail de Christelle Sassou Nguesso? À quel moment on va évaluer le travail d'Adunganda dans la livraison de l'électricité aux populations? À quel moment vous vous rappelez de cette vidéo d'Adunganda qui dit « Il n'y a plus de délestage au Congo, c'est fini le délestage. Ce qu'on a maintenant, c'est des blackouts. » Oui, c'est très intelligent de dire les choses comme ça. Mais dites-moi, entre délestage et blackout, qu'est-ce qui ne coupe pas le courant au Congo? Est-ce que le délestage coupe le courant, mais le blackout, vous avez toujours le courant? Si délestage et blackout entraînent à une interruption de livraison de l'électricité, ce n'est pas en changeant les mots, les concepts ou les notions qu'on règle le problème des Congolais. Les Congolais, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir de l'électricité tout le temps. C'est comme s'il avait réglé une solution, ou il avait réglé un problème que les Congolais ne lui ont pas dit, messieurs, on en a marre des délestages, les blackouts, ça va. Mais on s'en fout qu'il soit délestage ou blackout. Dès lors qu'on n'a pas l'électricité, c'est à vous de trouver la solution. Mais ils pensent qu'en le disant, ce n'est plus lui le problème. Le problème, c'est le blackout. À cause d'un matériel vétuste. Il le précise. Mais qui va remplacer le matériel vétuste? C'est le citoyen qui doit aller chercher du matériel neuf. Comment on travaille à la SNE aujourd'hui et E2C? Comment les gens travaillent? Est-ce qu'on a réellement des compétences? Mais ces compétences traitent quel sujet? Parce que jusqu'aujourd'hui, ça fait près de 40 ans, on ne traite pas les sujets du Congo. Et qu'est-ce qui le prouve? Écoutez ce que disait Mirassa en 1991 à la conférence nationale. Destruction des valeurs morales et éthiques de la société. Le bilan est cruel. Exacerbation du tribalisme, violence,
insécurité, injustice criarde, assassinat politique, enlèvement d'enfants, terrorisme, corruption, concussion, népotisme, favoritisme, etc. L'école se trouve dans un état de délabrement inquiétant. Le Parti congolais du travail a d'ailleurs fait de la justice et sa propriété privée, la Cour suprême s'étant distinguée par le nombre effarant d'actes fondamentaux rédigés pour abroger des constitutions. L'état sanitaire est alarmant. Le sport se porte très mal. En matière de culture, le conseil accablant. La jeunesse a été sacrifiée alors qu'elle est le cœur du futur, l'avenir de notre pays. Situation préoccupante dans le domaine de l'emploi. Aggravation du chômage avec le nombre élevé et inquiétant des diplômés sans emploi, les rebuts du système scolaire et des licenciements massifs dus aux liquidations. Au niveau de l'armée, les raisons d'un mécontentement existent. Les brimades, la discrimination, la frustration, la misère et les injustices, notamment dans leur promotion et leur nomination, sont le lot quotidien du combattant et du sous-officier et de l'officier. Là comme ailleurs, il existe des éléments qui profitent du gâteau au nom de l'armée. Le clan, le degré d'allégeance et de dépersonnalisation justifient largement la promotion. Aussi n'est-il pas rare de voir des jeunes officiers d'hier devenir plus gradés que ceux qui les auraient formés ou encadrés. L'économie s'est effondrée. Elle se caractérise principalement par des taux de croissance très faibles, un endettement excessif, la détérioration des équilibres macroéconomiques, le marasme du secteur d'État, le déclin du secteur productif, la baisse du pouvoir d'achat, la détérioration des conditions de vie, surtout du paysan qui s'approprie davantage. En effet, le Congo capitalise selon les organismes internationaux une dette de 5 milliards de dollars, soit l'équivalent de 1500 milliards de francs CFA, l'un des niveaux d'endettement par habitant le plus élevé du monde. Quelle catastrophe! Aujourd'hui, nous ne pouvons nous en sortir si le problème de la dette n'est pas réglé. Le service de la dette, c'est-à-dire ce que nous avons à payer par an, a évolué de la manière suivante en francs CFA. 288 millions en 1965, 625 millions en 1970, 3 milliards 800 millions en 1975, 8 milliards en 1979, 18 milliards en 1980 et 176 milliards en 1985, année d'adoption du plan d'ajustement structurel. Comme on le constate, de 79 à 85, ce service aura augmenté de 2200%. Comment comprendre cette évolution? Comme on peut le constater, cette dette qui s'auto-reproduit compromet nos chances de développement futur. Quelle dépendance pour quel avenir? C'est le cœur serré que nous évoquons cette situation grave et dramatique, eu égard à son incidence sur les jeunes générations qui, il faut le reconnaître, ont été sacrifiées. Comment la justifier alors qu'en 1979, le pouvoir clamait haut et fort qu'il fallait vivre durement pour assurer un avenir meilleur à la jeunesse? Nous nous sommes endettés et ne disposons plus de ressources propres pour nous développer. Pour espérer faire face à cet endettement, il faut que nous allions chercher d'autres emprunts. Comme nous avons perdu la crédibilité, nous ne pouvons pas les avoir. Voilà la situation de blocage dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui. Comment expliquer qu'après avoir élaboré et exécuté le plan quinquennal, dont les prévisions étaient de 1109 milliards et les réalisations à hauteur de 789 milliards, notre pays se trouve avec un endettement aussi élevé qu'il a plongé au fond du gouffre? Pendant le plan quinquennal, l'effort consenti par l'État a été de 316 milliards, dont 100 milliards pour des actions de redressement. Plus on mettait de l'argent, plus les pertes étaient grandes. Allez-y comprendre. De 1980 à 1985, les pertes cumulées se sont élevées à plus de 70 milliards. Pire encore, lorsqu'on avait contribué à la destruction d'une entreprise, on était récompensé en allant gérer une plus importante. Quel amour patriotique! Quel sens de l'intérêt général? La logique du secteur d'État est d'enrichir en toute quiétude et en toute impunité les dignitaires du pouvoir desquels se retrouveraient par la suite acquéreurs et acheteurs de ces mêmes unités que l'on pourrait brader. Depuis les calendes grecs, des solutions appropriées ne sont pas trouvées au problème des scandales économiques. Et pourtant, ceux-ci ont connu une évolution inquiétante lors de la réalisation du plan quinquennal avec la surfacturation, le surdimensionnement des projets, les surcoûts, les projets hors enveloppe, les dépassements, les dérapages
l'indiscipline dans la mobilisation des emprunts. Tout ce processus fait aboutir au problème lourd et important des biens mal acquis. Vous venez de suivre Mirassa. Nous sommes en 1991. Plus de 30 ans après. Vous n'avez pas l'impression que Mirassa parle du Congo d'aujourd'hui? Plus de 30 ans après. Vous n'avez pas l'impression que Mirassa parle du Congo d'aujourd'hui? Qui Mirassa indexe comme président? C'est Denis Sassou Nguesso. Mais 30 ans après, regardez le Congo d'aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a fait là où on va dire, ah, maintenant, il a acquis les compétences. Parce que dans les offres d'emploi, on vous dit, même des grands groupes, hein, Total, BNP, SNPC, Hydro-Congo, comment on l'appelle, les raffineries que nous avons au Congo, si vous regardez leurs offres d'emploi, on dit 3 ans, minimum 3 ans, sinon 5 ans d'expérience nécessaires dans le même domaine, dès lors qu'il s'agit des postes de cadre. Mais comment se fait-il que ces gens-là qui sont là, qui dirigent toutes ces entités, toutes ces administrations, 30 ans après, on a l'impression qu'on n'a pas bougé d'un iota, qu'on a été en hibernation et que le dégel est arrivé, on s'est réveillé et on reprend les choses là où on l'a laissé 30 hivers plus tôt. Et on doit quand même se poser la question. Parce que, in fine, en mars 2026, vous allez quand même aller choisir ceux qui vont diriger le Congo à partir de mars 2026. Mais ayez en tête, si pendant 30 ans, aucune compétence n'a été développée, pourquoi refaire confiance aux mêmes personnes? N'est-ce pas le temps de changer? Ousmane Sonko, Joe Baifai sont sortis de la prison, président, premier ministre, sans jamais passer par la case ministre. Sans jamais passer par la case ministre. Est-ce que le Sénégal est devenu plus pauvre? Réfléchissez. Est-ce que le Sénégal est devenu plus pauvre que le Congo? Est-ce que le Sénégal est devenu plus pauvre que je ne sais pas quel pays qui avant était plus pauvre que le Sénégal? Non. Le Congo ne deviendra pas plus pauvre si Sassou n'est plus président. Ça, c'est faux. C'est même très faux. Le Congo ne sera pas plus pauvre parce que Ngolondele n'est plus là. Surtout que Ngolondele, quand on lui demande c'est quoi votre compétence, je suis marié à la fille du président. Mon Dieu! Son argument a toujours été ça. Que je dors avec la fille du président. Ah bon? C'est tout comme compétence? Eh bien, écoutez ce que cette jeune dame nous dit sur cette façon de gouverner le pays avec les médiocres et que c'est la médiocrité qui est le mode de gouvernance. Elle appelle ça comme la kakistocratie, je crois. Et je vous laisse l'écouter et on revient. La kakistocratie, c'est le pouvoir exercé par les incompétents. Je suis sûre que ça vous parle. Autrement dit, c'est quand ceux qui dirigent sont les moins aptes à le faire, mais les plus habiles à se maintenir au pouvoir. Voici 5 piliers sur lesquels elle repose. D'abord, l'incompétence. Les postes ne sont pas attribués aux plus compétents, mais aux plus fidèles ou aux plus arrivistes. L'incompétence et la médiocrité ne sont pas seulement tolérées, elles sont valorisées. Avec l'illusion de performance et l'effet Dunning-Kruger, ceux qui en savent le moins se retrouvent pourtant au pouvoir. Ensuite, la corruption, sous toutes ses formes. Dans ce système d'alliances négociées, les dirigeants ne travaillent plus pour le bien commun, mais pour leurs intérêts et ceux de leur réseau. Le copinage a du bon. Troisième pilier, l'affaiblissement des contre-pouvoirs et des voix dissidentes. Justice, médias, système de contrôle sont neutralisés ou corrompus pour éviter toute remise en cause de l'autorité en place. Quatrième pilier, la manipulation. Mensonges, rumeurs, propagande, bouc émissaire, pour les kakistocrates, tout est bon pour détourner l'attention des échecs et façonner l'opinion publique à leur avantage. Enfin, la fourberie. Les fautes ne sont jamais reconnues, les figures d'autorité se protègent entre elles et les responsabilités sont systématiquement rejetées ailleurs. La mauvaise foi et la malhonnêteté ne sont plus des défauts, mais des stratégies. Que ce soit en entreprise ou en politique, le règne des incompétents a donc de beaux jours devant lui. Eh bien, le modèle de gouvernance que cette femme décrit nous rappelle exactement ce qu'est le Congo, où les dirigeants eux-mêmes n'ont aucune compétence, ne se justifient pas, sont arrogants. Quand on demande comment se fait-il qu'il est là, il y a un qui a même dit, vous vous souvenez, Sassou c'est notre père, Sassou c'est notre père. Avant d'arriver à lui, vous devez passer sur notre cadavre. Voilà. Au lieu de venir nous expliquer quelles sont les compétences de M. Bininga pour être ministre de la Justice, il vient nous dire lui-même qu'il est ministre de la Justice que parce que Sassou c'est son père. Et quant à son cousin Ibombo,
Il nous a juré mordicus qu'il n'a aucune vision. Il ne sait rien. Il essaie seulement d'appliquer la vision du président de la République, qui lui-même n'a aucune vision. Super, il est là. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision du Ibombo. C'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Mais félicitations, merci, monsieur le ministre. Qui gouverne par embuscade. Et là, je vous renvoie aux analyses intéressantes, précieuses de Constant Ebarapéa. C'est quelqu'un que j'aime suivre sur Tieneka TV. Et Constant Ebarapéa nous parle de ce mode de gouvernance par embuscade, par amateurisme, par effraction. C'est-à-dire, ah tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais peut-être faire ça. Ah, mais aujourd'hui, qu'est-ce que... Ah, le peuple, bon, voilà. Et on ne peut pas, il n'y a pas une programmation réelle, il n'y a pas une programmation sur la durée où on sent qu'il y a une ligne qui est suivie, de sorte que les gens puissent sortir de la misère, les populations soient tirées vers le haut. Tout ce qui est mis en place, c'est mis en place parce qu'à un moment donné, bon, brusquement, voilà, on va aller faire ça, on va faire ceci, sans se préoccuper des véritables problèmes de la population. L'eau et l'électricité, nous avons un réseau hydrographique dense, mais vraiment dense. On n'a pas besoin d'avoir des tuyaux qui font des kilomètres. À Brazzaville, on a des cours d'eau douce qui sont des réservoirs pour donner de l'eau potable aux populations. À Pointe-Noire, à Ouesso, à Dangou, à Sébiti et à Djambala, et j'en passe. Partout au Congo, nous avons des cours d'eau. Qu'est-ce qui explique le manque d'eau si ce n'est pas l'incompétence des dirigeants, comme vient de nous apprendre cette jeune dame en parlant de la kakistocratie? Eh ben, il faut qu'on sorte de cela. La conséquence de tout cet amateurisme, la conséquence, c'est quoi? Mais la conséquence, c'est que quand vous regardez le monde aujourd'hui, ce sont les pays les mieux organisés, les pays fondés sur la compétence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Attention, les difficultés existent toujours. Mais la première chose, c'est la compétence. Et donc, ces pays-là qui vont être mieux organisés et qui vont plutôt s'asseoir sur les compétences pour essayer d'avancer et concurrencer les autres, eh bien, ce sont ces pays-là qui, demain, peut-être, vont venir nous diriger. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des incubateurs d'entreprises. C'est-à-dire qu'un Congolais au Congo, s'il ne connaît pas le pouvoir, même s'il a toutes les compétences voulues, il ne peut pas percer, il ne peut pas avancer. D'où l'impolitesse, l'arrogance de Hugo Ngolondele par rapport aux joueurs. Ailleurs, les joueurs sont respectés. Amenez Messi devant le président argentin, vous allez voir. Je ne dis pas qu'il va s'agenouiller, mais vous allez voir le respect du président argentin vis-à-vis de Messi, parce que Messi fait la fierté de l'Argentine. Même ceux qui ne connaissaient pas l'Argentine vont connaître l'Argentine parce qu'ils admirent Messi à Barcelone. Écoutez ce que les gens disent du PSG aujourd'hui. Les petites équipes françaises qui sont au championnat national sont contentes de recevoir Paris parce qu'ils le disent eux-mêmes. Grâce au match contre Paris, nous allons vendre beaucoup de billets. Donc, Paris devient une équipe qui nous ramène des sous. Mais ce n'était pas le Paris qu'il y a 30 ans qui avait de grosses difficultés au championnat. C'est le Paris des stars, de Cavani, de Messi, de Zlatan. Zlatan lui-même, parmi les premières stars, quand Zlatan arrive à Paris, il disait, avant on connaissait Paris, maintenant on connaît Zlatan. Zlatan, c'est le roi de Paris. Donc, ne commettons pas ces erreurs-là. Donc, je vous disais que les pays les mieux organisés, eh bien, ce sont eux qui vont dominer. Dans mes précédentes chroniques, je vous disais quoi? Regardez le Qatar. Regardez les Émirats du Golfe arabo-persique. Regardez la Chine. La Chine a été détruite par la Seconde Guerre mondiale. La Chine a été une colonie française et une colonie anglaise. La Chine a connu deux guerres d'opium contre l'Angleterre et la France.
Mais Mao a fait la promesse que la Chine deviendra une puissance économique et militaire au monde. Deng Xiaoping en a jeté les bases. Et les Chiang Zemin, les Hu Jintao et aujourd'hui Xi Jinping ont réalisé cela. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été sérieux. Ils se sont basés sur les compétences. Sachez-le, un Chinois ingénieur ne traîne pas son papier en Europe. Les seuls sans-papiers en Europe, ingénieurs, docteurs, Master 2, PhD, ce sont les Noirs, ce sont les Africains, ce sont les Congolais. Sachez-le. Vous ne verrez pas un ingénieur arabe en train de traîner dans les rues de Paris ou de Washington. Il rentre chez lui, il sera embauché et il aura un salaire conséquent. Or, en Afrique noire en général et au Congo en particulier, même quand vous avez un savoir-faire, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas travailler, sauf à copiner avec le pouvoir. Et je suis tombé sur une vidéo d'un cousin sénégalais que je vous partage, suivez. Vous prenez un jeune burkinabé, c'est le problème, c'est qu'ici dans nos États, vous prenez un jeune burkinabé ici de Bobo Dioulasso, vous l'amenez à Washington, et il ne fait rien ici, hein. Il est là en train de boire café parce qu'on ne lui donne pas des opportunités. Il a 4 diplômes, je ne sais pas quoi, il n'a même pas de diplôme. Tu l'amènes, il ne fait rien ici, tu l'amènes à Washington, à New York, un an après tu reviens, il va être un leader là-bas. C'est la même chose pour le jeune Sénégalais comme moi qui a quitté Kaolack, qui n'avait même pas 100 francs là pour boire Ataya. D'accord? Je viens, je descends à Washington, je descends à New York avec $20. 8 ans là-bas, je suis le président en charge des affaires internationales du Democratic Party. Et j'introduisais le président, avant qu'il parle même, le président de la République, le premier président noir. Et pourtant, au Sénégal, j'existais même pas. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que dans nos pays, on ne sait pas détecter des talents et investir dans des talents. La jeunesse a le potentiel, mais n'a pas l'opportunité. Oui, ça veut dire que l'Africain, je le disais, ne sait pas créer des champions. Et moi, c'est ce que je veux voir dans ce pays-là, dans nos pays en Afrique. On ne sait pas créer des champions, on sait tuer des champions. L'Américain, il prend une personne qui nettoie les tables comme moi, il l'amène jusqu'à la Maison Blanche. Il prend un jeune Mamadou, Sénégalais ou Burkinabé qui vient d'arriver, de rien, pas de parents, pas de background, pas d'anglais. Il le regarde travailler jusqu'à ce qu'il lui fasse l'un des meilleurs docteurs ou scientifiques comme Cheikh Modibo Diarra jusqu'à NASA. Et eux, ils utilisent ça comme success story pour montrer aux autres, ah, lui là, on peut partir de rien. C'est l'exemple de from nothing you can be something. L'Africain là, nous, notre problème là, on te voit partir même, tout le monde va descendre en bas. Mais il faut qu'on soit ensemble, au bas de l'échelle. Pas seulement soit ensemble, mais il faut qu'on accepte le talent de l'autre et de soutenir l'autre. Et que le succès ne peut pas dire que tu as marabouté quelque... Par exemple, nous, pour nous, l'idée de succès là, dès que tu réussis, on te colle des choses. Il a marabouté quelqu'un, il a volé l'argent et il devait faire quelque chose pour y arriver. Mais on ne croit pas au succès de nos frères et sœurs. Mais si quelqu'un d'autre le fait, un blanc, il vient là. C'est pourquoi, c'est simple. Hein? Regardez nos amis de la France, des États-Unis, du Liban, etc. Ils arrivent dans nos pays, ils ne parlent pas nos langues. Ils ne comprennent pas nos coutumes, nos valeurs. Mais dans moins de 3 mois ou 3 ans, ils deviennent nos chefs dans nos propres pays. Tu viens au Sénégal, l'économie, Côte d'Ivoire et ici, partout en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas les Africains qui contrôlent nos économies. C'est les Français, c'est nos frères libanais, c'est les Américains, c'est les Chinois, etc. Pourquoi ils peuvent faire ça dans nos pays? Parce que nous, on est très busy, occupés, en train de se tuer, en train de se battre entre nous, en train de se saboter. Si tu fais des choses, même si on doit accepter, on va dire, ouais, mais parce qu'il est comme ça, il est comme ça. On va tout faire pour te... Regarde, la diaspora commune, on retourne pour investir, on va tout faire pour nous décourager. Beaucoup de la diaspora, je connais mais très bien, hein, ils laissent tout derrière pour revenir, investir avec leurs moyens. Au lieu que les États les aident, ils essaient toujours de les décourager, de les tuer. Il y a les sembler de repartir. Ben, pourquoi pas? Je comprends. Beaucoup d'entre eux repartent parce qu'ils ont leur famille. Mais ils sont attachés, leur cœur est dans leur pays ici. Quand vous écoutez ce Sénégalais, il vous dit que dans son pays, il n'avait même pas 100 francs pour s'acheter le café. Et quand il arrive à Washington ou à New York, il se débrouille, il travaille. Les Américains reconnaissent ses compétences. Il finit à la Maison Blanche. Et quand il rentre à Dakar, il ne peut pas faire la même chose. C'est-à-dire que c'est difficile de proposer
quelque chose. Et d'ailleurs, ça se voit que tous les Africains se ressemblent. Ils parlent de quoi? Il dit même quand vous réussissez maintenant, on vous dit que vous avez marabouté, fait des fétiches ou comment. Regardez, lui qui fait le lien entre les États-Unis et son propre pays, le Sénégal. Mais c'est le même lien que nous faisons avec notre pays, le Congo. Il dit le rêve de dire, maintenant on y est. Maintenant qu'on est là. J'avais un rêve, mais c'est aux États-Unis que j'ai pu réaliser ce rêve et non pas dans mon propre pays. Il vous le dit, j'ai pris quelques notes en l'écoutant. L'Africain ne sait pas créer des champions. Et est-ce qu'avec le langage de Hugo Golondele, comment voulez-vous créer des champions? Comment voulez-vous créer des champions? La domination, elle est sportive, elle est aussi culturelle. Regardez les Jeux Olympiques. Regardez les Jeux mondiaux, la compétition entre la Chine, les États-Unis, les pays européens pour les Jeux mondiaux. Il parle de la success story aux États-Unis. From nothing, you can be something. From nothing, you can be something. Tu pars de rien, mais tu peux devenir quelqu'un. Et ça, il n'y a que aux États-Unis qu'il a trouvé ça. Et pourquoi nous, on ne peut pas faire ça chez nous? Souvenez-vous, j'ai souvent pris l'exemple de, moi je regarde beaucoup, je like. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est une base. Regardez ces jeunes. Je crois qu'il y a le jeune Kinanga, qui est un agriculteur chez nous, mais qui fait une agriculture qui peut servir de base pour nourrir les Congolais. Mais il ne reçoit pas de subventions publiques. Et on va aller chercher les Rwandais et Crystal Adventures pour venir faire l'agriculture chez nous. Mais on a des agriculteurs partout au Congo. Partout au Congo, on a des agriculteurs. Pourquoi on ne peut pas s'appuyer sur ça? La success story au Congo. Et vous avez entendu. La jeunesse a le potentiel, mais n'a pas d'opportunité. Qui crée l'opportunité? Mais c'est le pouvoir public. Aux États-Unis, n'est-ce pas, Donald Trump est en train de cogner sur la tête des entreprises et des États à travers le monde pour dire venez investir aux États-Unis? N'est-ce pas que c'est Joe Biden qui, par le biais des politiques publiques, comment on appelle ça, soutient les entreprises pour que les entreprises ne tombent pas? En France, pour ceux qui sont en France, Macron a théorisé, comment on appelle ça, tout en même temps, pour protéger les entreprises des conséquences de la crise du Covid-19. Sans État, rien n'est impossible. L'État est le cœur central pour que les choses marchent dans un pays. Même le secteur privé, c'est l'État qui stimule. Ceux qui sont en France, vous voyez bien le débat autour du budget. Les entreprises sont montées au créneau parce que le budget a été, sur sa version recette, a été rejeté. Et les patrons, et pourtant c'est du privé. Ils disent, mais comment nous allons travailler? Mais parce que c'est l'État qui est pourvoyeur des marchés publics. Les entreprises interviennent sous commande de l'État, sous instigation de l'État, avec le soutien de l'État à différents niveaux. Si l'État ne fait pas ça, comment pensez-vous que nous pouvons avancer? Donc, voilà des exemples que je vous donne. Il dit même, ce cousin sénégalais, l'Américain sait prendre un nettoyeur, bon, c'est moi qui l'ai écrit comme ça, mais il dit, l'Américain sait prendre un nettoyeur de table pour l'amener comme cadre à la Maison-Blanche. Il faut accepter le talent de l'autre et le soutenir. Mais nous, on croit au marabout. Et il insiste sur le fait que les économies africaines sont dirigées par les Français, les Libanais, les Chinois. Les Chinois arrivent en Afrique et les Libanais ne parlent même pas les langues locales. Il le dit. Il prend l'exemple du Sénégal, où des Libanais arrivent, des Chinois arrivent, ils ne parlent pas les langues locales, mais ce sont eux qui maîtrisent notre marché. Mais nous-mêmes, nous sommes là. Et nous voulons nous développer. Donnez-moi un pays qui peut se développer sans un capital national. Qu'est-ce qu'on entend par le capital national? Le petit commerce, c'est Vivien Manangou. Mais écoutez les analyses de Vivien Manangou. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vivien Manangou nous rappelle les lois qui existent au Congo
qui protège le petit commerce qui doit rester entre les mains des Congolais. Ça, c'est déjà quelque chose que les Congolais doivent défendre. C'est-à-dire l'application des textes de loi qui interdisent aux étrangers de pratiquer le commerce de bas niveau, qui doit rester un moyen pour apporter des revenus aux Congolais. Il a indiqué le commerce, il a indiqué les transports publics et plein d'autres choses. Je vous invite à regarder sur Internet Vivien Manangou, qui, à l'instar de ce que j'avais fait, nous alerte sur les impôts qu'on va nous mettre en place. Qui dit, d'accord, on lutte contre les Kuluna, mais la prostitution des mineurs, il donne des exemples concrets en disant, dans mon quartier, à Bakongo, des filles de 11 ans, de 12 ans qui se prostituent. Mais ça, demain, ça va être un vrai problème de santé publique. Parce que ces filles-là vont avoir des enfants non désirés, mais surtout, peut-être des pathologies. Donc, on ne peut pas dire qu'on va diriger notre pays sans poser la question des compétences. Qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet. Mais dans les années 90, et surtout Pascal Lissouba avait souvent coutume de dire, vous ne pouvez pas transformer le Congo sans former ceux qui vont transformer le Congo. C'est un vrai défi managérial que nous avons en face de nous. Mais c'est pas avec les médiocres que nous avons là et qu'on voit tout le temps que nous allons sortir le Congo de cette situation. Peu importe la personne qui arrivera au pouvoir en 2026, peu importe la situation du Congo, mais il faut savoir que nous avons besoin des compétences. Regardez ce que fait le Qatar aujourd'hui. Pourquoi le Qatar s'investit de cette façon-là dans la crise de la RDC? Mais on peut extrapoler en disant, la RDC, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec toutes ces richesses-là, le Qatar en a besoin. Et en plus, le Qatar, c'est le désert. Le Qatar est habité sur une petite étendue de territoire. Donc, si on peut faire main basse sur la RDC, ça prolonge notre territoire. Donc, on peut trouver comme ça beaucoup de business, mais qui dit business, dit aussi installation d'une partie de notre population pour gérer ce business-là. L'alerte donnée par ce cousin sénégalais, plus le Qatar qui s'investit comme ça dans la résolution des conflits en Afrique, notamment en RDC, mais excusez-moi, nous allons nous réveiller demain, l'Afrique centrale ne nous appartient plus. L'Afrique centrale va appartenir à des civilisations les mieux organisées, les mieux outillées et qui se basent sur la science et la technologie, le management, la compétence, parce que de toute façon, demain, même si nous avons un président chinois au Congo, si c'est lui qui nous donne à boire et à manger, si c'est lui qui crée des emplois, qui nous donne l'eau et l'électricité, mais vous croyez que les populations vont le refuser? C'est faux. Les populations vont l'applaudir. Et si nous voulons garder nos cultures, notre civilisation, il est grand temps de faire comme les Sud-Coréens, comme les Chinois, comme les Japonais, c'est-à-dire la modernité dans les sciences, les techniques, la technologie, et nous gardons nos cultures dans la sphère interne. Mais dans la sphère publique, il faut plutôt faire éclore cela. Et d'ailleurs, la pression exercée sur le monde aujourd'hui par certaines idéologies fait que, quand vous regardez Trump par exemple, il veut régler toutes les guerres, c'est pas parce que c'est un pacifiste humaniste, non, parce que les business, c'est avec la paix. Les business, c'est avec la guerre, et plutôt c'est avec le calme. Je vous disais dans l'une de mes chroniques, la traite négrière n'a pas pris fin seulement parce que le maître blanc a eu pitié à un moment donné, c'est faux. C'est à cause des résistances des esclaves et de la naissance de l'industrie. Parce que l'industrie, pour que ça fonctionne, on a besoin de la main-d'œuvre pacifiée. Mais en plus, les révoltes des esclaves faisaient perdre beaucoup d'argent aux maîtres négriers. Plantations brûlées, donc il n'y a plus de revenus. Les esclaves tués ou en fuite, donc il n'y a plus de revenus, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est pas par amour, par humanisme que Trump veut arrêter les guerres, mais c'est par volonté de business. Il vous parle du prix Nobel de la paix, mais c'est surtout que lui-même, sa famille étant dans l'immobilier, donc dans le business, si on arrête la guerre en Ukraine entre Ukraine et Russie, si on arrête la guerre en RDC et à Gaza, puisque c'est moi qui suis le métronome dans la résolution de ces conflits-là, et en plus
je suis le président américain, j'ai toute la puissance américaine, je peux imposer les entreprises américaines dans la reconstruction, et derrière ces entreprises-là, il y a ma propre famille qui fera le business. Donc, les Qataris sont dans la même dynamique. Mais il faut exercer des pressions, il faut avoir de la compétence, parce que lorsque eux, ils le font, ils utilisent de la compétence. Et vous ne pouvez pas les battre si vous-même, vous n'êtes pas dans la compétence et que vous êtes dans la médiocrité, dans l'ignorance, dans la jouissance, dans la familiarité. Ça, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, en parlant de gens qui travaillent avec compétence, on a vu nos cousins, nos frères et sœurs de la RDC qui avaient commencé une lutte, par exemple, de stopper la publicité qu'on fait au Rwanda dans le football européen. Et on voit que ça donne des fruits. C'est ça la compétence. Ils ont su convaincre les Européens. Et aujourd'hui, j'apprends que Arsenal met fin à sa coopération avec le Rwanda. Donc, on ne verra plus certainement sur les maillots d'Arsenal visite Rwanda. Et donc, il reste les clubs français, je crois que c'est le Paris Saint-Germain, où on doit continuer ce travail de pression pour que ces clubs ne financent pas un pays qui est reconnu par toutes les puissances comme étant le pays qui crée des morts à l'est de la RDC. Peu importe les motifs, mais il y a des massacres qui ne sont pas tolérables aujourd'hui et on ne peut pas voir comme ça. Si d'un côté les Européens boycottent la Russie à cause de la guerre en Ukraine, pourquoi on applaudirait le Rwanda alors qu'on sait très bien qu'il y a encore entre 3 000 et 6 000 militaires rwandais à l'est de la RDC. Donc vous voyez bien que ce sujet autour de la compétence des dirigeants, c'est un sujet important. Vraiment, c'est un sujet important. Et dans notre pays, il faut que ça change. Même si vous êtes dans une politique familiale, il faut prendre dans la famille des gens bien formés. Il faut savoir que les autres, les Occidentaux, les Arabes, les Asiatiques, généralement, dans la famille, les enfants qui ont été identifiés comme ceux devant succéder aux parents à la tête des entreprises ou à la tête des entités politiques, ces enfants-là sont envoyés dans des grandes écoles. Dans des grandes écoles européennes, américaines, asiatiques, pour étudier et revenir avec les compétences. Il n'y a qu'à voir comment leurs enfants parlent. Mais regardez comment les enfants de nos chefs parlent. Les Congolais disent Tcharibaka. Les Ngala disent Ezamawa. Et en Kikongo, il y a que Kiadi. Moi, j'ai vu, je ne vais pas citer les noms pour ne pas pointer du doigt. À peine il a reçu son bachelor, donc l'équivalent de la maîtrise. Il rentre au Congo. Oh non, je suis maintenant l'élu de Poto-Poto. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La politique est devenue le premier employeur du Congo-Brazzaville. Parti au pouvoir comme parti d'opposition. Le premier employeur au Congo, c'est la politique. Vous regarderez tous les enfants de Sassou, de Pierre Oba, tous, et même à l'opposition. Je ne vais pas les citer. Allez les demander vos enfants. Toutes positions les enfants pour être députés, élus locaux, sénateurs, responsables au sein du parti politique. Mais ces enfants-là n'ont pas de compétences. Avec les milliards que ces enfants-là volent au Congo, mais ils peuvent créer des entreprises pour embaucher les Congolais. On n'est pas d'accord avec ça, mais peut-être que ce serait le moindre mal que les milliards que les Christelle volent, que les Claudia volent, au lieu d'acheter les maisons en Europe, pourquoi ils ne construisent pas, ils ne créent pas de l'emploi au Congo et embaucher les Congolais pour que les Congolais travaillent. Mais parce qu'il leur manque la compétence. Et quand bien même qu'ils essaient d'ouvrir des petites unités, ça disparaît. Au nord de Brazzaville, c'est à Wenze ou à Talangaï. Claudia a initié la construction des logements sociaux. Où est-ce que nous en êtes aujourd'hui? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Regardez les images qui circulent sur le net. Ces maisons-là, c'est maintenant de la forêt. Au lieu d'aller à la chasse, mais vous pouvez aller chasser du gibier dans ces maisons qui sont la nature à récupérer ses droits. On nous a vanté le bon bœuf. C'est ça, hein, le bon bœuf. Pendant des années, j'ai posé la question, dans quelle boucherie de Brazzaville, dans quel magasin
on peut acheter du bon bœuf. À peine on ouvre un petit magasin pour vendre ce fameux bon bœuf, pouf, ça disparaît. Mais parce qu'il n'y a pas de compétences dans la gestion de ces entités économiques. Et là, on voit le ministre Pierre Mabiala, on vadrouille dans le Niari, semble-t-il qu'on va ouvrir une autre bouche. Tout ça, c'est pour, comment on appelle ça, tromper les gens en vue de 2026, l'élection présidentielle de 2026. Mais en réalité, il n'y a rien de tout ça. Comme dit Constant Ebara-Peya, c'est par effraction, c'est par embuscade, c'est par précipitation, parce qu'on sait qu'en 2026, il n'y a aucun bilan. Il y a zéro bilan à faire. Ils n'ont aucun bilan à vous proposer. Donc voilà, chers téléspectateurs de R7, ce que je pouvais vous proposer, une petite réflexion autour de la compétence, parce que nos dirigeants nous font honte. Et sachez-le, au niveau du CRC, notre mot d'ordre, notre combat principal, c'est l'alternance au Congo, mais l'alternance via une révolution. On insiste sur le caractère révolution, parce que la révolution, c'est la seule chose qui peut radicalement changer les choses. Le Congo, ce n'est même plus, comment on appelle ça? Ce n'est plus juste changer le président, changer le gouvernement. On est dans un système tel que, on voit bien à tous les niveaux, il y a une telle médiocrité qui a été installée. Je vous ai montré cette bande sur la définition de la kakistocratie. Ça s'est tellement encastré dans des organes de l'État qu'il faut la révolution pour nettoyer toute cette saleté et reconstruire quelque chose de nouveau. C'est vrai, on peut dire que est-ce qu'il n'y a pas des choses à reprendre? C'est possible, on verra. Mais s'il y a des choses à reprendre, ce sont plutôt les humains, parce qu'on n'effacera pas les 6 millions que nous sommes. Mais au niveau des institutions, il faut tout repenser, parce que vous avez des dirigeants à la tête des institutions qui ne savent pas que c'est leur responsabilité si ça ne marche pas. Denis Sassou Nguesso ne sait pas que c'est lui le premier responsable. Et même certains, moi j'ai suivi Tcheleka, le journal de Tcheleka, monsieur Bruni Ngolali, je crois. Il effleure les sujets, mais il ne s'attaque jamais au vrai problème. Monsieur Ngolali, le vrai problème, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous dites dans vos arguments, dans vos analyses, que le président a pris une décision. Le président a donné les moyens. Et c'était une vérification sur 2 ans, un projet sur 2 ans. C'est au bout de 4 ans que le président vient voir que ça n'a pas marché et les gens qui étaient responsabilisés dans l'action sont toujours au même poste. Monsieur Ngolali, le président est incompétent, il est responsable. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Vous n'êtes pas en train d'aider vos téléspectateurs. Quand vous faites ça, vous ne les aidez pas. La rigueur journalistique et surtout le journalisme politique, c'est ça la rigueur. D'aller chercher le dirigeant, d'aller bousculer le dirigeant dans ses retranchements. Monsieur Ngolali, on fait un projet des hôpitaux, 12 hôpitaux généraux. Livraison 2017. Comment expliquez-vous que c'est en 2025 que Sassou se rend compte que les hôpitaux sont dans la brousse? Je vous reprends ses propres expressions. Si ce n'est pas de l'incompétence. Pendant 8 ans, il était en hibernation et c'est au bout de 8 ans qu'il découvre que les hôpitaux sont dans la brousse. Donnez-moi le nom d'une entreprise qui fonctionne comme ça. Donnez-moi le nom d'une administration qui fonctionne comme ça, où on a sorti 700 milliards de francs CFA qu'on a donné à des entreprises pour nous construire des hôpitaux, et 8 ans après la date prévue de livraison du produit, personne n'a rien dit. Et quand le président fait ce diagnostic, on a arrêté qui? Personne. On a sanctionné qui? Personne. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, la révolution devra nettoyer tout ça. Même la façon de travailler des journalistes. Je vous renvoie à 1992, 1997. Regardez le niveau du débat à la télé, à la radio, dans la presse. Aujourd'hui, mais c'est tellement médiocre ce que j'entends. Donc voilà, mes chers téléspectateurs, ce que je comptais partager avec vous autour de la compétence de nos dirigeants. J'espère que vous serez nombreux à liker, à commenter, à compléter.
cette analyse, puisque ce que je donne comme analyse, ce n'est pas la fin de l'histoire, au contraire. Donc, likez, complétez, abonnez-vous pour ne pas rater les publications de R7. Je vous dis, portez-vous bien et à bientôt pour nos prochaines chroniques.